Alors, quand j'ai créé le hashtag «Leur parole ne vaut rien», bon, c'était pour critiquer les tarés qui disaient que la potion magique de Pfizer protégeait à 98%. Par exemple, ce qu'avait dit Joe Biden à l'époque, lequel vient d'être à nouveau détecté, dépisté positif au Covid, après 5 doses et après avoir dit bien entendu que, je cite Joe Biden, on ne pouvait pas attraper le Covid en étant vacciné. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Bon, je m'attendais pas en fait à ce que ce hashtag «Leur parole ne vaut rien» fût à ce point illustré par la presse et évidemment la tentative d'assassinat contre Donald Trump est venue être un festival de ça. Donc il va falloir qu'on débriefe parce que là c'est absolument magnifique. Alors, le 13 juillet, Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat. On est absolument sûr maintenant que c'était une tentative d'assassinat. Oui, il y a eu les pires dingueries qui ont été dites et on va y revenir dans cette vidéo, à savoir que, bien entendu, c'était une mise en scène ou même qu'il s'était pris un coup, un éclat de son prompteur et tout un tas d'autres théories complètement farfelues. Mais fondamentalement, ce qui est magnifique, c'est cette couverture de presse à ce moment-là. Non, Trump a eu un moment, il a échappé à quelques centimètres à la balle parce qu'il a décidé d'improviser dans son discours et ça lui a vraiment permis de ne pas avoir la tête explosée comme un certain John Fitzgerald Kennedy à peine 61 ans plus tôt. Alors déjà, donc, les titres de presse immédiatement. CNN. Les services secrets, donc le Secret Service, hein, c'est pas les services secrets, c'est le Secret Service, les gardes du corps de Trump. Le Secret Service évacue Donald Trump après qu'il soit tombé à son meeting. CNN a titré ça. Alors, pour quiconque aurait encore un tout petit peu de respect pour CNN, croirait, parce que même, faut savoir que même Barack Obama se fout de la gueule de CNN. Enfin, Barack Obama avait dit au dîner des correspondants de la Maison Blanche, c'est marrant parce que d'habitude, les seuls à se faire passer pour des journalistes à CNN, ce sont les journalistes de CNN. Donc déjà lui, pour qui, pourtant CNN, à qui CNN sert la soupe en permanence, déjà lui, il disait mais c'est pas sérieux, les gars de CNN, c'est pas des journalistes. Eh ben là, on les a vraiment qui disent, le Secret Service, il titre, le Secret Service évacue Donald Trump après qu'il soit tombé à son meeting. Ouais. Alors, j'ai vu quelques cinglés qui disent « Non, mais c'est normal, on n'en savait pas plus à ce moment-là. » Alors, non. Parce qu'en fait, là, on a vraiment un exemple de « tu pisses dans ma poche et tu me dis qu'il pleut ». Le journalisme, c'est rapporter les faits. Or, CNN avait des journalistes sur place. Donc, rapporter les faits, n'importe qui connaissait les faits. À la seconde où Trump était sous son pupitre, on savait ce qui s'était passé, tout le monde savait ce qui s'était passé, donc non, en aucun cas, CNN n'a d'excuse pour avoir fait un titre pareil. C'est une tentative de manipulation sale, parce que évidemment, les démocrates aux États-Unis se disaient « Merde, Trump va être sanctifié par cette tentative d'assassinat ratée ». En plus de ça, le lobby évangélique, on va aussi y revenir, pesant plus de 50 millions de voix aux États-Unis. Évidemment, le côté divin de la scène va pas leur échapper et va les inciter à voter pour lui. Donc, c'était un problème dès le début, non pas d'information pour CNN, mais de spin. Le spin doctoring, spin, tourner, essayer de tourner l'information comme elle vous arrange. Dès le début, CNN n'a pas cherché à informer, CNN a désinformé. CNN a tenté de trouver un angle qui soit pas dangereux et donc de désinformer ses auditeurs. C'est un crime. Alors, maintenant, CNN, faut savoir que ça appartient au groupe Warner. Donc, je veux dire, on est dans le monde de Daffy Duck et de Porky Pig, quoi. Et en un sens, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire, c'est une blague. C'est les Looney Tunes. Lunatic, hein, ça veut dire les fous. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on voit avec CNN. Donc ouais, sans aucune pitié. On est vraiment sur la malbouffe. Vous savez, on parle de médias mainstream ou médias de grand chemin, médias milliardaires. En fait, c'est de la malbouffe de la presse, c'est la malpresse. On est sur des trucs qui ont une valeur nutritive nulle, voire qui sont toxiques pour vous. Et il y a encore des gens qui mangent ça. Parce qu'on les a pas prévenus que c'était toxique pour eux. Voilà. Donc, si vous aviez mangé du CNN, vous auriez pu croire pendant un certain nombre d'heures que le Secret Service avait évacué Donald Trump après qu'il soit tombé. Ce, évidemment, pour le mettre sur le même plan que Joe Biden. Non. Le New York Times. Le chaos lors du meeting de Trump. Voilà. Le chaos. Il y a eu le chaos. C'est républicain, évidemment. C'est des pécores, ils savent pas se tenir. Alors, il y a eu le chaos. MSNBC.
Des bruits sourds et quelques éclatements sonores lors du meeting de Trump. Oui, tout à fait, des bruits sourds. On a débouché le champagne, c'est normal, ça a fait pop. Par contre, Trump, c'est un froussard, alors il a eu peur. Le Washington Post, magnifique. Grand bruit lors du rassemblement de Trump. Et le Sunday Denver Post, un tireur meurt dans une attaque. Alors, je vais être tout à fait loyal avec ceux qui voudraient que je cite le chapeau de l'article. Dans le chapeau, il y a marqué la tentative d'assassinat ratée. Oui, mais ça, c'était le lendemain, donc ils pouvaient pas se permettre de ne pas mettre la tentative d'assassinat ratée. Mais le titre, et là aussi, venez pas me dire, non, mais c'est pas honnête parce que dans le chapeau, ils l'ont mis. Non. La presse, c'est de donner l'information principale dans le titre, pas dans le chapeau, pas dans la glose, pas dans l'analyse de la page astro, mais dans le titre de la première page, tentative d'assassinat contre Donald Trump. Non, là, la première page du Sunday Denver Post, c'est un tireur meurt dans une attaque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de viol de la charte de Munich. Je voulais dire violation, mais là, on est sur du viol en réunion. Là, la charte de Munich, elle est souillée. On a atteint un autre niveau. Et c'est bien pour ça qu'il faut des journalistes citoyens, parce que le seul contre-pouvoir que vous pouvez avoir face à ces crimes de presse, ce sont des crimes de presse. On les a vus aussi pour le Covid en France. Le seul contre-pouvoir que vous avez, surtout face à des gens qui se déclarent fact-checkers, je vous rappelle qu'il y en a un qui ose s'appeler fact-checker, qui est surpayé par les impôts des Français, qui avait dit qu'il n'y aurait jamais de passe vaccinal en France. Eh bien, le seul contre-pouvoir, c'est le journalisme citoyen. Eh ben, on est là pour mettre ces gens face à leurs responsabilités. Donc oui, il y a eu une tentative d'assassinat contre Donald Trump. Des gens de l'assistance sont morts, notamment monsieur Comperator, qui était un pompier à la retraite. Et sa veuve a refusé un appel avec Joe Biden. Elle a eu tout à fait raison, un peu de dignité, je veux dire, pas d'appel avec le sénile de la Maison-Blanche, qui là, tout dernièrement, a essayé d'embrasser une autre femme que sa femme. Là, voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Ou qui a dit oui, j'ai nommé un noir ministre. Ouais, le mec il a dit ça. Voilà, the black man, tout à fait. Et on vous dit que ce mec a les facultés cognitives nécessaires à pouvoir décider d'une frappe nucléaire. Hein. Évidemment, tout dernièrement, j'ai fait une vidéo là-dessus parce qu'il fallait faire la liste des crimes de presse qui avaient amené Biden à la Maison-Blanche et qui avaient amené des gens. Pardon, mais des idiots qui pensent que CNN leur dit la vérité, des idiots qui pensent que MSNBC leur dit la vérité, des idiots qui pensent que la presse milliardaire écrit ses titres dans leur intérêt. Oui, il y a des idiots comme ça. Bon, on peut les réveiller, quelques gifles devraient suffire. Eh bien, pour eux et elles, j'avais fait la liste, pas exhaustive, des mensonges absolus de cette presse sur Biden. Mais ça continue. Je veux dire, on voit que ce type ne peut pas être président et qu'il est illégal d'ailleurs qu'il soit président. C'est un point très important, il aurait dû être destitué pour incapacité. D'ailleurs, sa sœur a attaqué dans la presse sa femme en disant qu'elle maltraitait une personne âgée. Ça a apparu dans la presse, justement. Elle a fait une déclaration publique en disant « Jill Biden maltraite une personne âgée. Oui, mon frère devrait être en maison de retraite. » Bon. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de gravité du truc. Donc oui, on a eu un pauvre pompier à la retraite qui est décédé, mais sa femme a eu la noblesse, sa veuve a eu la noblesse de ne pas parler, de même pas adresser la parole à cette espèce d'asperge neurasthénique alzheimerée qui est présentée comme le chef du monde libre. Donc voilà, vous laissez jamais intimider si un terroriste intellectuel vous sort, on n'avait pas tous les éléments, hein. On avait tous les éléments. Le vrai journalisme, c'est de rapporter les faits au moment où on les a. Je rappelle aussi que le Washington Post appartient à Jeff Bezos. Le Washington Post a attaqué Elon Musk, notamment, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que non seulement le Washington Post a enchaîné les titres mensongers, ou trompeurs, ou hors contexte, mais ensuite, le lendemain, le Washington Post a attaqué Twitter, donc X, et Elon Musk, en disant Elon Musk a tenté, ce milliardaire pro-Trump qu'est Elon Musk a tenté de déformer le récit ou de contrôler le récit. Et oui, parce qu'ils étaient complètement enragés de voir que le réseau X, qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a dit, hein, le réseau X, qui a dépassé les 475 milliards d'hommes secondes d'utilisation, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, hein, donc on est par jour. Si vous donnez un ARPU, donc Average Revenue Per User, de l'ordre de $6 par utilisateur, donc c'est 10 pour Meta, donc je suis très conservateur, vous auriez une valorisation, avec un levier sur le chiffre d'affaires plutôt conservateur, vous auriez une valorisation du réseau social de Musk entre 50 et 100 milliards
de dollars. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la presse mensongère, CNN notamment, avait dit que le réseau social de Musk avait perdu la moitié de sa valeur depuis son rachat à 44 milliards, donc il ne valait plus que 22 milliards. Bah non, c'est un mensonge, même en prenant les estimations les plus conservatrices, on est entre 50 et 100 milliards aujourd'hui. Donc c'est du pipeau. Et bien entendu, tout ça environ les gens qui foutaient rien ou qui faisaient de la censure pour le compte du FBI, on en a les preuves avec les Twitter leaks, et aujourd'hui même en déménageant au Texas. Donc ça me fait marrer de voir, bien sûr, il y avait eu un fameux No Twitter Day, c'est assez amusant de la part des terroristes intellectuels qui ont propagé des fausses informations, eux, sur Twitter. Donc on est en droit de se poser des questions quand même quand on a le Washington Post qui dit « méchant Musk » alors que c'est Jeff Bezos qui le possède et que le Washington Post a enchaîné les fake news, mais vraiment enchaîné. Donc après, ils accusent Elon Musk d'être un milliardaire pro-Trump qui a influencé le récit. Alors c'est vrai que là, je lis quelques-unes de mes notes, les titres de la presse mainstream font peur, quoi. Bien que les réseaux sociaux soient particulièrement controversés, notamment X, depuis son rachat par Elon Musk, ils rendent les faits disponibles en temps réel, permettant ainsi aux lecteurs de se forger leur propre opinion. Musk, c'est vraiment un ennemi de Bezos aujourd'hui, mais le Washington Post ne le rapporte jamais parce qu'ils ont, comme pour BFM TV, l'interdiction de prononcer le nom de Voldemort, de Patrick Drahi. Eh bien, le Voldemort du Washington Post, c'est Jeff Bezos. Donc c'est assez marrant de voir que, en plus du conflit d'intérêts entre Jeff Bezos et Musk sur Blue Origin, donc la société d'aéronautique de Jeff Bezos, qui est à la ramasse par rapport à SpaceX, Musk s'était bien foutu de la gueule de CNN en mettant le titre que CNN aurait proposé le jour de l'assassinat de Jules César, à savoir Jules César blessé pendant un câlin collectif. C'est franchement, au niveau des conneries que CNN a postées, on peut se dire qu'ils auraient été capables de faire ça si ils avaient vécu aux îles de Mars. Donc, je me rappelle aussi du moment où, en 2021, quand le Washington Post avait tenté de faire un hit piece, une character assassination contre Elon Musk, Musk avait balancé juste « Give my regards to your puppet master ». Donc, saluez votre marionnettiste pour moi. Hein. Donc, le marionnettiste étant Jeff Bezos, comme le marionnettiste est pour BFM TV l'ultra sulfureux Patrick Drahi qui aujourd'hui est dans le viseur du fisc parce qu'il aurait faussement divorcé de sa femme en continuant à la fréquenter pour échapper aux impôts suisses qui sont pourtant à 8% ou moins. Mais bon, on ne se refait pas. Alors évidemment, on a fait les parallèles avec les tentatives d'assassinat contre Ronald Reagan, qui avait donc réchappé. Il y a eu d'autres républicains. Alors aucun parti politique n'a subi plus de tentatives d'assassinat dans l'histoire des États-Unis que les républicains. Hein. Le parti républicain, rappelons-le, a été fondé dans une école pour lutter contre l'esclavage. C'est un parti anti-esclavagiste au départ. Et qui était le parti esclavagiste en face? C'était les démocrates. Il faut se rappeler que le parti le plus raciste qui a cofondé le Ku Klux Klan, c'était le parti démocrate pendant la guerre de sécession et jusqu'au début du XXe siècle. En fait, c'est Lyndon Johnson qui, de façon extrêmement cynique, alors Lyndon Johnson ultra controversé, un mec qui montrait sa bite, etc. Enfin, le gars extrême. Eh bien, Lyndon Johnson, démocrate, bon, mais démocrate comme Fabius est à gauche, si vous voulez, même niveau. Et Lyndon Johnson, donc, avait dit donnez-moi, laissez-moi m'en occuper, et vous allez voir, les Noirs vont voter pour nous pendant 100 ans. Ça a bien marché. Faire croire que les démocrates fassent croire qu'ils n'étaient pas racistes, c'était assez marquant. Et d'ailleurs, on l'a vu dans certains dérapages, notamment de Joe Biden, quand il était pote avec le fameux cyclope exalté du Ku Klux Klan. Vous vous rappelez pourquoi je dis qu'il est cyclope exalté? Parce que les fact-checkers ont dit non, il n'était pas grand sorcier, donc il n'était pas au Ku Klux Klan. Mensonge. En fait, le mec était que cyclope exalté, mais concrètement, Biden était pote avec un gars du Ku Klux Klan. Donc pour un démocrate, ça fait tâche. Donc ouais, on s'est rappelé de la tentative d'assassinat de Ronald Reagan en 1981. Ça l'avait fait monter dans les sondages, bien sûr, 73% de hausse. Et dans un registre assez similaire, on avait évoqué, bien sûr, et on va y revenir, l'affaire de l'Observatoire de François Mitterrand, où là, c'était en 1959. Pour revenir dans le jeu politique, Mitterrand avait organisé son enlèvement, mais ça, c'était complètement bidon. C'était vraiment une énorme tricherie de François Mitterrand que les gens avaient oublié en 81. Et c'était en 59. On a fait le parallèle avec Theodore Roosevelt aussi, c'est Elon Musk qui l'a fait. Mais le parallèle était évident, parce que Theodore Roosevelt, immense candidat républicain à l'époque, car il avait créé un autre parti, il était plus républicain à ce moment-là, il avait créé les Bull Moose, et alors qu'il sortait de chez lui pour donner un discours, il se prend une balle dans la poitrine, et là le mec, comme un bonhomme, il se lève, il tousse bien fort pour vérifier que le poumon n'est pas touché,
et il va, tranquillement, en train de saigner dans sa chemise, à son discours, et summum du summum, c'est son discours qui a contribué à arrêter la balle. Donc son discours est maculé de sang, il ne peut plus le lire. Alors il improvise pendant 2 heures un discours, alors qu'il est en train de pisser le sang. Et à la fin de son discours, il dit « Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais je viens de me faire tirer dessus, mais comme vous avez pu le voir, il en faut plus qu'une balle pour abattre un bull moose. » Ça, c'est quand même le niveau de badasserie qui explique pourquoi Theodore Roosevelt est en portrait sur le mont Rushmore. Et donc, évidemment, Donald Trump a été comparé à lui. Alors justement, après avoir parlé de l'affaire de l'Observatoire, parlons de la théorie d'une mise en scène. Honnêtement, j'ai aucun problème à ce que les théories soient sur la table, parce qu'en fait, le vrai journalisme et les vraies enquêtes, et le vrai même pouvoir judiciaire, si on a un juge d'instruction en France qui enquête sur quelque chose, toutes les hypothèses doivent être considérées. Et ensuite, on doit les réfuter, ou bien les considérer comme trop peu substantiées, trop peu munies de preuves. Et si elles sont trop peu munies de preuves, elles doivent être écartées. Donc, c'est pas du tout ça qu'a fait la presse mainstream qui est devenue complotiste du jour au lendemain. Il faut voir comment certains, même fact-checkers, ont prétendu tout de suite dire que c'était un coup monté. Alors on a vu de tout, comme je vous l'ai dit, on a vu il avait un petit explosif dans l'oreille, c'était du ketchup, ou donc il a demandé à un tireur de lui tirer dessus pour monter dans les sondages. Bon, alors, et d'ailleurs tout de suite, le New York Times a même titré le Parti républicain instrumentalise la fusillade pour déclarer que Trump est persécuté, mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et d'ailleurs, Joe Biden lui-même, en conférence de presse, a refusé d'appeler ça une tentative d'assassinat. Ce qui signifie qu'il avait reçu des instructions, puisque Joe Biden n'est même pas capable d'improviser un discours. Ok, on l'a vu dans son débat catastrophique contre Trump, et même des soutiens absolus de Joe Biden, comme par exemple George Clooney, ont appelé à le débrancher. Et George Clooney, c'était la tête de gondole du dîner de levée de fonds en faveur de Joe Biden. Vous savez, ces dîners où vous payez $10 000 pour être à une table de 140 couverts, où il y aura quelque part George Clooney. Eh bien, même lui a dit, non, faut arrêter, là. Faut le débrancher, papy, parce que c'est plus possible, on peut pas aller aux élections avec ça. C'est illégal, hein. C'est illégal d'avoir un président qui est sénile. C'est complètement illégal, c'est antidémocratique, c'est gravissime, dans l'histoire américaine. On peut en rigoler un peu, mais c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, ça prouve l'existence de ce que les sociologues appellent l'État profond. Le terme « l'État profond » n'est absolument pas conspirationniste, en aucun cas. Il a été proposé par un grand diplomate et poète canadien qui s'appelle Peter Dale Scott pour analyser une réalité sociologique et structurelle, à savoir qu'il existe dans l'administration américaine et dans l'administration de la plupart des États des apparatchiks, des gens d'appareil, qui persistent à travers plusieurs élections, qui voient passer des chefs d'État ou des premiers ministres ou des administrations, et qui sont toujours là. Un exemple parfait de l'État profond, c'était John Edgar Hoover. J. Edgar, qui était un salaud, qui était quelqu'un qui on en a la preuve aujourd'hui, tenté de pousser Martin Luther King au suicide, et qui était donc très possiblement impliqué dans son assassinat, réussi lui. Eh bien, J. Edgar Hoover est une personne dont le bureau, dont l'administration, qui avait des fiches sur tout le monde, a persisté à travers plusieurs présidents. Et après J. Edgar, on a eu une autre agence à 3 lettres et une prolifération d'agences à 3 lettres après la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. La NSA, conçue pour craquer les codes des Japonais notamment, et puis ensuite l'OSS, première agence à 3 lettres qui est l'ancêtre de la CIA, et la NSA et la CIA vont rapidement devenir plus puissantes que le FBI, en étant même capables d'intervenir sur le sol américain. Le FBI n'est pas capable d'intervenir clandestinement, illégalement, en dehors du sol américain, mais la CIA est intervenue clandestinement, l'euphémisme pour dire illégalement, et anticonstitutionnellement à plusieurs égards, sur le territoire américain. Ce qui est gravissime. Donc si vous voulez des cas de ça, vous avez l'opération MKUltra, vous avez l'opération Midnight Climax, qui est un précurseur de l'opération MKUltra, vous avez l'opération Timber Sycamore, vous avez l'opération Fast and Furious, vous avez toutes ces choses, et la CIA, tous les 15 ans, c'était, théorie du complot, puis ensuite c'est, non, mais on l'a fait, en fait. Comme pour Biden, d'ailleurs, vous avez la une de The Economist, je crois, qui a présenté au lieu de son pupitre un déambulateur, donc en mode... oui, on l'a fait. Oui, on a mis un sénile Alzheimeré à la Maison-Blanche, et c'est l'État profond qui gouverne. Et vous allez faire quoi? Oui, on vous a dit que c'était complotiste pendant 4 ans. Oui, on avait des chiens de garde qui se font appeler fact-checkers, qui étaient là pour faire du terrorisme intellectuel sur toute personne qui oserait déclarer la vérité, à savoir, oui, vraiment, ce pauvre monsieur, il est complètement aux fraises. Eh bien, oui, on l'a fait. And so what? Vous allez faire quoi?
Oui, on a fait le scandale de Naïra qui avait dit mensongèrement à la télévision américaine que les Irakiens balançaient les bébés hors des couveuses. Oui, on l'a fait. Bah, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez marcher comme un seul homme quand on reprendra de la pédophrastie, c'est-à-dire utiliser les enfants pour justifier de la rhétorique de guerre. Bon. Donc l'État profond existe et la simple existence de Biden comme président des États-Unis le démontre et le rappelle. Maintenant, en quoi la théorie de la mise en scène est bidon? Bah, il faut prendre un truc quand même important. Imaginez que ce soit une mise en scène, on va partir de cette hypothèse, on va regarder où elle nous mène. Ça signifie donc que Donald Trump, parce qu'une telle mise en scène nécessite son concours, a validé qu'un gamin instable psychologiquement de 20 ans, qui a très peu d'expérience de tir, le vise avec un AR-15 à 130 mètres, en plein jour, et lui rase l'oreille. Parce qu'on peut envisager, en effet, vraiment des mises en scène, si ça part dans le gilet pare-balles. Si ça part au pire, ça part dans l'épaule. Bon, c'est grave quand même, hein, surtout pour un homme de plus de 70 ans comme Donald Trump est. Ok, au pire, on peut envisager ça. L'oreille, par contre, à 130 mètres, avec quelqu'un qui a visé sans lunettes. On était sur un iron sight, hein, on était sur le viseur de série d'une plateforme AR-15 qui lui tire l'oreille. On n'est pas dans Lucky Luke, là. Et derrière, il fallait que ce gamin acceptât de se faire tuer. Parce qu'il aurait su parfaitement qu'il se ferait tuer par le Secret Service. Donc, du coup, on a affaire à quelqu'un qui est suicidaire en face, et qui, étant suicidaire, n'est pas fiable. Si quelqu'un sait qu'il va mourir, vous n'avez aucun moyen de pression sur lui. S'il a envie de vous tuer plutôt que de vous raser l'oreille, vous allez faire quoi? Bon. Et tout ça en évitant que les démocrates s'en rendent compte, parce que les démocrates marquent Donald Trump à la culotte, et en évitant que le Secret Service s'en rende compte, et en faisant en sorte que cette personne qui doit tirer sur Donald Trump arrive à s'infiltrer pile poil là où le Secret Service ne regardera pas. Alors que le Secret Service, j'insiste, ne travaille pas pour Trump. Il travaille pour un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, le Department of Homeland Security. Il ne rend pas de compte à Trump. Donc, voilà, juste ça, pour essayer d'expliquer le principe de non, ça peut pas du tout être une mise en scène. Je comprends que ce soit envisageable, et que certains l'aient fait, puisqu'il y a eu l'affaire de l'Observatoire, mais vous voyez que dans le cas de Mitterrand, c'était un enlèvement, c'était pas un tir qui lui aurait rasé l'oreille, vous voyez, pas du tout le même niveau d'authentifiabilité, si vous voulez. Par contre, l'attentat du petit Clamart pour Charles de Gaulle, lequel a dit à l'époque « j'ai la baraka », de toute évidence Donald Trump là aussi, ça c'était autre chose. Alors c'est vrai que les démocrates, j'ai vu vraiment des gens, des extrémistes dans le camp démocrate qui disaient « oh non mais nous on appelle à la paix » et tout. Non, ça appelait pas du tout à la paix. Il suffit de voir les commentaires, mais à vomir, qu'il y a eu. Enfin, des gens qui ont dit « oh, dommage qu'il ait raté ». Des gens qui ont dit « make America aim again ». Voilà, donc faites mieux viser l'Amérique. Quand on a des tueries de masse dans les écoles, les démocrates sont les premiers à appeler à la confiscation des armes aux États-Unis. Eh bien, là, c'était « make America aim again ». On a eu Mark Hamill, la personne qui a joué Luke Skywalker, qui a aussi doublé le Joker dans la série Batman animée. Bon, maintenant, il est devenu le Joker. Il a dit, alors qu'on parle du mec qui portait un masque à l'intérieur chez lui, ou qui portait un masque dans sa voiture, etc., en conduisant seul. On parle de ce mec-là. Il a dit, le pansement de Trump est trop gros, il sert à rien, c'est excessif. Oui, d'accord. Donc, les gens qui ont porté parfois des visières plus un masque ont dit que le pansement était excessif. Tout à fait. Et puis, bon, on a quand même Joe Biden qui a dit, devant les caméras, il y en a marre de parler de ce débat. Tu m'étonnes vu comment il l'a perdu. Maintenant, il faut mettre une cible sur Donald Trump. Il y en a marre de parler de ce débat. Maintenant, il faut mettre une cible sur Donald Trump. Donc là, c'est grave quand même. Et on a Victoria Nuland, qui est représentante de l'État profond, typiquement au même titre qu'Anthony Blinken, des gens non élus. Et Victoria Nuland a dit, oui, Poutine aimerait beaucoup, donc reprenant le mythe, l'intox complète qui a été démontrée comme une intox, que selon laquelle Donald Trump serait un agent de Poutine. D'ailleurs, au passage, un des journalistes qui a poussé cette intox, qui est complètement démontré comme une intox aujourd'hui, j'insiste, eh bien en fait, sa femme vient d'être inculpée pour espionnage. Donc ce journaliste du Washington Post, bon ça on ne saurait mentir, sa femme est aujourd'hui inculpée pour espionnage aux États-Unis, elle risque 5 ans de prison, elle aurait espionné au profit de la Corée du Sud.
Voilà, ça boucle bien, j'ai envie de dire. Sur cette idée-là, on a Victoria Nuland qui avait dit oui, mais il se peut, quelques jours avant, il se peut que Poutine ait une surprise. Voilà, il se peut que Poutine ait une surprise. Il voit Donald Trump se faire élire, mais il se peut qu'il ait une surprise. Oui, tu m'étonnes. En ce moment, en Ukraine, c'est la débandade totale. Aujourd'hui, on a même Zelensky qui a envisagé la possibilité de négocier alors qu'il avait passé une loi pour l'interdire. Donc, ça veut dire que vous faisiez de la tôle si vous envisagiez de négocier avec la Russie en Ukraine. Aujourd'hui, évidemment, face à la situation, il a été rapporté par le Times of India que rien que dans les derniers 30 jours, les Ukrainiens ont perdu 56 000. 56 000, d'accord? Et ça, c'est le Times of India, ok? Alors, vous allez me dire, ah oui, mais les Indiens, maintenant, sont les alliés de Poutine. Mais je croyais que Poutine, je croyais qu'il était isolé. Je croyais que plus personne voulait lui adresser la parole, que c'était un pestiféré. Je comprends pas. Il y a des incohérences dans les médias poubelles. Donc vraiment, pourquoi? Alors, le hashtag staged est devenu viral sur X, c'est vrai, juste après, évidemment, avec tous les démocrates en PLS. Et donc, ça voudrait vraiment revenir à dire qu'on a un ex-président milliardaire qui aurait fait confiance à un tireur suicidaire de 20 ans, tout juste diplômé, posté à 137 mètres, pour viser l'arrière de son oreille. Bon. Et si on se tourne vers les mathématiques, on sait que la distance moyenne entre l'oreille et le centre du cerveau est d'environ 20 cm. Entre 2 cm. Enfin, si on prend vraiment là, si vous voulez prendre le centre, donc vraiment, mais en plus là, il faut savoir que Trump a été visé à la tempe parce qu'il était tourné et on va y revenir. Donc dans la mesure où le tireur se trouvait à 137 mètres, le sinus de l'angle d'erreur aurait donné un 0,08 degrés. Donc le sinus aurait été 0,00146 et ça aurait donc donné en degrés une marge d'erreur de 0,08. Donc là, aucune chance que ce soit staged. Vous ajoutez à ça, en tenant compte des conditions météorologiques comme le vent qui soufflait à environ 8 km/h, qui peuvent également affecter la trajectoire, un tel angle d'erreur peut déplacer le point d'impact de plusieurs centimètres, ce qui pourrait faire la différence entre une cible touchée ou manquée. Le fait que Trump ait survécu est donc purement et simplement de la chance. L'angle de déviation de la balle pour le tireur était de 8 centièmes de degré, ce qui est donc déjà un exploit pour un tireur d'élite chevronné de le faire délibérément. Il aurait fallu un type comme Mikulek, qui est un des plus grands tireurs au monde, pour faire un coup pareil, et je pense que même avec lui, si j'avais été dans la peau de Trump, j'aurais pas du tout été serein. Donc c'est vraiment au moment du fameux head tilt, le déplacement de tête, que Trump a sauvé sa vie. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir que c'est un moment d'improvisation. Donc il y a plusieurs éléments. D'abord, il porte une casquette, parce qu'il rougit facilement, on est en plein soleil. Et donc il porte une casquette MAGA ce jour-là, et il lit le prompteur. Donc il est tourné de façon très statique et pétrifié vers son prompteur. Et à ce moment-là, le tireur a une solution de tir à cette distance sur sa tempe. Donc là, il lui fait exploser la tête. Parce que vraisemblablement, donc toutes les théories avaient été évoquées, y compris du 22 long rifle, qui sur un fusil, une plateforme AR-15, il y a des plateformes AR-15 en 22, bien entendu, long rifle, pas 223 Remington, 223 autant, mais à cette distance, ça aurait pu tuer, mais c'était vraisemblablement pas ça. Certains avaient évoqué du subsonique, j'avais compilé ça dans ma revue de presse. Là, apparemment, c'était du 223 Remington classique sur une plateforme AR-15 qui appartenait au père du tireur. Et il est parti d'ailleurs, là aussi super suspect, avec 50 cartouches qu'il avait achetées quelques jours avant, une échelle, un sac à dos, un télémètre, et il s'est rendu à pied sur le site. Et il a été vu, mais plein de fois. Là aussi, on va y revenir. Alors, 26 minutes, le mec est repéré, le mec se fait détrancher dans tous les sens, tout le monde sait qu'il est là, peu de temps avant son tir, on a même des policiers de la police de Butler qui le voient. Donc on a quelqu'un qui lui fait la courte échelle, 2 policiers, un qui fait la courte échelle à l'autre a les mains comme ça, voit sur le toit, et voit Thomas Crooks qui pointe son arme dans sa direction, et il redescend. Et il avait été annoncé que ce mec était suspect sur un canal qui était, donc le terme technique pour les Américains c'est blanket, ça veut dire couverture, et donc qui était pour tout le monde. Un canal générique où toutes les forces de sécurité qui étaient censées protéger Donald Trump ont entendu que ce gamin avec son AR-15 montait sur le toit. Et avait été vu avoir un comportement suspect, prendre un télémètre, donc mesurer la distance et tout. Enfin, on est vraiment sur des dingueries, là. Bon, donc, on a ce tir, cette solution de tir sur la tempe, et Donald Trump lit son prompteur, mais décide d'improviser. Et il décide de dire, oui, bon, le pire président des États-Unis, la politique migratoire, etc.
Et il décide donc de tourner sa tête vers un schéma, une infographie sur la politique migratoire américaine. Et ce faisant donc, le tireur l'avait ici, arrivait ici, et il se tourne comme ça, de sorte que le tireur arrive là. Et il doit ensuite un tout petit peu incliner la tête. Alors pour deux raisons. D'abord parce que c'est un tic chez Trump, un peu comme chez Sarkozy. Vous savez, Sarkozy c'est un haussement d'épaule. Chez Trump c'est vraiment des petits, des head tilts. Vraiment, ça fait partie de sa communication. Et ensuite, il fait ça aussi parce que la visière de sa casquette bloque la vue, donc il essaie de mieux voir le graphique. Et pile à ce moment-là, le tireur tire, et ça lui frôle l'oreille. Sinon, il aurait eu la tête explosée. Donc là, c'est un truc, évidemment, qui a fait tout de suite couler de l'encre, d'autant que, certes, je vous l'ai dit, aux États-Unis, la croyance en Dieu, c'est du sérieux, hein, le mouvement évangéliste, tout ça. Sur le dollar américain, vous avez In God We Trust, hein, donc là aussi, vous jurez sur la Bible quand vous êtes intronisé, président. Donc là, vraiment, on y voit une intervention divine. Vous ajoutez à ça que c'est même pas une blague, vous avez un médium sur YouTube qui, il y a 3 mois, en parlant notamment de l'activité solaire actuelle, avait dit qu'il avait eu un rêve où Donald Trump se faisait frôler l'oreille, et il décrit ça très précisément, il dit « Vraiment, j'ai vu la balle lui passer par l'oreille », et il décrit même la partie de l'oreille qu'il apprend, hein, c'est pas un rêve symbolique où ce serait la balle rentre dans l'oreille mais il survit, vous savez, des trucs comme ça, jungien, etc. Non, j'ai vu, dit-il, et c'était il y a 3 mois avant l'attentat, il dit voilà, j'ai vu que que Trump a pris une balle dans l'oreille comme ça. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus. Donc c'est vraiment ce head tilt, le fait de quitter son prompteur, parce que Joe Biden, quand il le fait, lui, ça lui pose quelques problèmes, qui a sauvé Trump. Donc des images en gros plan révèlent que le tir de Thomas Crooks était parfaitement centré sur la tête de Trump. L'inclinaison de la tête de Trump pour regarder un graphique à l'écran et sa position dans le microphone lui ont sauvé la vie. Les images ont été capturées quelques secondes seulement avant le tournage. Trump n'avait donc n'aurait eu aucun intérêt à accepter un tir pareil. Bon, maintenant la thèse du loup solitaire. Est-ce qu'il faut y croire ? Alors moi je vais vous le dire clairement, je n'y crois pas, mais c'est simplement mon intime conviction. Je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas, mais à l'issue de cette vidéo, je vous demande absolument pas d'y croire ou de ne pas y croire. Maintenant, pourquoi je ne crois pas à cette thèse du loup solitaire ? Bien sûr, il y a la criminalité financière. Et tout de suite, les mensonges de la presse, exactement comme pour CNN qui dit que Trump est tombé parce qu'il est vieux et qu'il a été évacué par le Secret Service parce qu'il est tombé, eh ben la presse a sauté là-dessus pour essayer de minimiser. Non, la réalité, c'est que Trump avait fait ce qu'on appelle un SPAC, Special Purpose Acquisition Company. En gros, vous savez, c'est comme pour les jeunes pousses, les startups. Normalement, une startup, c'est une société qui cherche de l'argent. Un SPAC, c'est de l'argent qui cherche une société. Donc Trump avait levé de l'argent et avait fait ensuite un projet qu'il avait appelé Truth Social, donc son propre réseau social, pour répondre notamment à la censure sur Meta, parce qu'il faut se rappeler avant d'avoir eu une tentative d'assassinat physique, Trump a eu plusieurs tentatives d'assassinat médiatiques et de character assassination, avec donc notamment son interdiction sur Twitter avant que Musk ne le rachète, etc. Eh bien, on a quand même là des choses qui sont troublantes. Vous avez eu des puts, donc des options d'achat à la baisse, qui ont doublé en volume la veille de la tentative d'assassinat. Donc des gens auraient fait beaucoup d'argent. Sachant que la criminalité financière, elle est connue. Il y a eu aussi des puts, bien sûr, sur le Standard & Poor's avant les attentats du 11 septembre. Et il y en a eu, pour les attentats du 11 septembre, quelle que soit la version à laquelle on croit, oui, si c'est Ben Laden par exemple, une version quand même hautement sulfureuse aujourd'hui, eh bien oui, les milliardaires, il aurait pu faire ça. Mais pour les attentats du 7 aussi, il y avait eu des mouvements boursiers, mais là aussi, c'était envisageable. Quelqu'un pourrait vous dire, c'est l'Iran, ok. Mais là, si c'est un loup solitaire, les attentats du 7, vous pouvez pas dire c'est un loup solitaire, c'est pas possible. Et pour le 11 septembre non plus. Bon. Mais là, vous dites c'est un loup solitaire. Dans ce cas-là, c'est pas possible qu'il y ait eu un doublement du volume des puts qui spéculaient à la baisse sur Truth Social la veille. Alors, un des fonds qui a pris ses positions en bourse a dit c'était une erreur.
Ah bah c'était une erreur. On a mis un 0 de trop. C'est littéralement ce qu'ils ont dit. On en avait déposé à la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américaine, on leur avait déclaré qu'on allait prendre ses positions en bourse, on s'est trompé, on voulait en prendre très peu, en fait on en a pris beaucoup. Voilà, bah oui, bon, si vous êtes juge d'instruction, j'imagine bien que un témoin clé ou un suspect clé qui vous dit ça, c'était une erreur, vous le croyez sur parole, surtout dans le monde de la finance, où on ne ment jamais, évidemment, on le sait bien. Bon. Donc là déjà pour moi, la thèse du loup solitaire, c'est quand même quelque chose de très très suspect. Bon, alors évidemment ils ont perdu des fortunes, parce que c'est l'inverse qui s'est produit, donc le Truth Social a pumpé, comme on dit, est monté en valeur, et donc voilà. Bon, mais vraiment là on a affaire à quelque chose d'exceptionnel, parce que sous l'hypothèse du loup solitaire, Thomas Crooks savait aussi fabriquer des explosifs, et alors, il a 20 ans, on parle d'un gamin qui vient à peine de valider sa 2e année d'études supérieures. Et bon, bah, alors là, on a quelqu'un de vraiment efficace. Il est capable de monter pile poil sur le toit qui ne sera pas contrôlé par le Secret Service. Ensuite, il a des explosifs. Il sait aussi fabriquer un détonateur radio artisanal. Et derrière, eh bien, il est allé structurer des actions, des puts sur les marchés financiers. Bon. Ok, bah non, bah notamment un des fonds qui avait fait ça a dit non mais c'est une erreur, donc oui ça en effet ça exonérait Thomas Crooks. Mais il est fort ce loup solitaire quand même, il est fort. Là vraiment, on peut avoir comme certains doutes quoi, tout simplement, parce que bon en effet notamment donc je rappelle les shorts, le 11 septembre les shorts sur le 11 septembre 2001 sur les compagnies aériennes, oui ça avait été massif, absolument massif. Alors après. Toujours sur l'hypothèse du loup solitaire, ou démonter la thèse du loup solitaire, bah on a l'incompétence du Secret Service. Parce que le Secret Service a été complètement incompétent. Alors certains ont dit que c'était à cause de l'affirmative action, de la discrimination positive, qui a mis au Secret Service des gens complètement incompétents, à commencer par sa patronne, Kimberly Cheatle, qui elle nous a fait un festival de conneries, puisque, je rappelle, quand on lui a demandé pourquoi le toit depuis lequel Thomas Crooks aurait tiré, je dis aurait si on va s'intéresser un peu plus tard à la thèse d'un 2e tireur. Mais depuis le toit où Thomas Crooks aurait tiré, bah, on a demandé évidemment à Kimberly Cheatle pourquoi il n'y avait pas de membres du Secret Service. Vous avez quand même 7900 membres pour le Secret Service. Alors certes, ils doivent défendre plein de gens, des membres du Congrès, des ministres, des secrétaires dans l'administration américaine, le président bien sûr. Mais pourquoi parmi les 7900 employés que vous avez, il n'y en avait pas pour être mis sur ce toit? Et Kimberly Cheatle, en interview, je déconne pas, a déclaré « parce que le toit était incliné ». Alors ça a donné un festival de mèmes, parce que là normalement une vraie presse, un vrai journaliste, il arrive et dit « bullshit » et il fait un article et il dit « c'est de la merde ». Bah non, c'est pas CNN qui est venu dire « allez, on va fact-checker Kimberly Cheatle », c'est pas le Washington Post qui est venu dire « on va fact-checker », c'est pas Reuters, c'est pas l'Institute for Strategic Dialogue qui pratique le terrorisme intellectuel et le character assassination sur tous les gens qui peuvent leur tomber sous la main, qui démontrent que le fact-checking est une arnaque. Non, c'est nous les journalistes citoyens et les journalistes sur X qui sont venus dire « mais vous vous foutez de la gueule de qui ? Le toit depuis lequel les tireurs du Secret Service ont tiré était plus incliné que celui-là. Comment vous pouvez avoir la patronne du Secret Service? C'est comme si vous avez le patron du GIGN, et encore, le Secret Service a beaucoup plus d'effectifs que le GIGN, qui disait ça, mais c'est pas possible. Elle aurait dû être virée immédiatement, ou au minimum démissionner. En fait, elle devait comparaître en commission d'enquête, et eh bien, son supérieur l'en a protégée. Mais quand même, face au tollé, elle va quand même devoir y aller. Mais ce qui est fou, c'est ça. C'est qu'elle aurait dû parler devant une commission d'enquête sénatoriale. Son supérieur, le ministre de l'Intérieur, le Secretary of Homeland Security, l'en a protégé. Ce qui est complètement délirant. Et bien entendu, les Républicains ont dit « vous êtes fous ? Vous allez nous la prendre par la culotte et nous la faire témoigner devant nous, parce qu'elle a dit connerie sur connerie, cette patronne du Secret Service. » En effet, elle a dit connerie sur connerie. Alors, je rappelle. Outre le coup de la pente, mais ça vous donne bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la patronne du Secret Service qui vous parle de la pente d'un toit, qui dit que c'est dangereux de mettre des gens du Secret Service là-dessus, vous savez qu'on va vous bullshiter en long, en large, en travers, et la presse aurait dû en faire ses choux gras, elle ne l'a pas fait, parce qu'elle est pleutre ou collabo. Bon, mais il y a d'autres mensonges plus graves. Le premier, bien sûr, c'est la fameuse sphère Pac-Man. C'est-à-dire que on a une sphère de protection autour de la personne à protéger, mais cette sphère a la forme d'un Pac-Man. C'est-à-dire que c'est un cercle, mais il y a un énorme triangle qui pénètre dans ce cercle.
et qui était un triangle non protégé. Voilà, le Secret Service a fait une sorte de tapis rouge pour un tireur. Il y avait un grand triangle où le Secret Service ne tirait pas, ne regardait pas, ne faisait rien. Alors il a été dit plus tard que c'était la police de Butler. Alors ça là on est dans le mensonge gras, parce que le Secret Service, en fait, son job, c'est de protéger tout le périmètre. Il va pas commencer à faire une concession française comme à Shanghai en 1932. Oui, c'est pas le bail, hein. À l'époque, évidemment, l'avantage de toutes ces concessions, à Shanghai, ça permettait aux criminels de passer une frontière, tac tac, et de dire perché, je suis dans la zone française. C'est pareil à Djibouti. La criminalité organisée à Djibouti, elle peut passer dans la zone chinoise, peut passer dans la zone française, peut passer dans la zone X ou Y. Mais on fait pas ça quand on est le Secret Service. On contrôle toute la zone et on va certainement pas laisser à des policiers d'une petite ville perdue de la Pennsylvanie la liberté de s'occuper de la protection réelle d'un candidat présidentiel qui est un ancien président. Donc rien que ça pue du cul complètement. Avoir cette zone Pac-Man. Mais donc ils ont dit ok, oui, juste sur cette zone-là, on a dit à la police de Butler, c'est vous qui vous en occupez. Ok. La police de Butler était dans le bâtiment sur le toit duquel se trouvait Thomas Crooks. C'est-à-dire que c'était pas n'importe quel bâtiment, c'était un bâtiment qui était rempli de poulets exceptionnels. Et c'est sur son toit, donc en tôle, là on parle d'un toit métallique, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui rampe, ça s'entend et tout, qu'il a pu se poser, le mec, tranquille, prendre ses relevés télémétriques, installer son fusil et envisager de faire carton plein. Bon, sans problème. Donc rien que ça, c'est niqué. Mais c'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, Thomas Crooks a été aperçu 26 minutes avant son tir. Et plein de gens ont dit « Mais regardez, c'est suspect !» Plein de gens ont appelé la police, leur ont dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? On a un type là qui a un comportement suspect, qui se balade, qui est monté sur un toit, qu'est-ce qui se passe ?» Rien. Rien. Et pire que ça, quand vous voyez le tir du Secret Service en direction de Thomas Crooks, vous constatez qu'il ne change que la hausse, pas l'angle. C'est-à-dire qu'il est à 12 heures par rapport au tireur du Secret Service. À 12 heures. Comment vous ratez quelqu'un qui est à 12 heures à 130 mètres? Et là, vous avez une lunette pour le coup. Autant Thomas Crooks a tiré en iron sight, autant le Secret Service avait des lunettes. Vous avez une lunette à 12 heures, et le gars, vous l'avez pas vu? Ah bah c'est ballot. C'est quand même pas de chance. Ouais, je comprends. Les seuls qu'on reporté ça, pendant que CNN était en train de dire que Trump était tombé, ou que le MSNBC, ou CNBC, ou ABC, ou USA Today, ou le Sunday Denver Post disait 50 niveaux de bullshit, 50 nuances de bullshit, vous avez le New York Post, qui avait révélé l'affaire du portable de Hunter Biden et qui avait été censuré de Twitter avant que Musk ne le rachète pour ça, qui a titré « Oui, l'assassin de le would-be, l'assassin wannabe de Trump avait été repéré par les policiers 2 fois en 26 minutes avant de blesser l'ancien président. » Donc, voilà. On a un gars qui remonte sur un toit avec un sac à dos, en sort un AR-15, un policier le confronte, Crooks le menace de son arme, le policier part, rien ne se passe, plus de 10 témoins différents le repèrent, le filment et le signalent à la police pendant plusieurs minutes avant son premier tir, et rien n'est fait. Et puis Crooks donc est détronché à se balader tranquillement. Un témoin déclare à la BBC avoir clairement vu Crooks ramper sur le toit avec un fusil. Bien qu'ils aient alerté la police, le suspect a continué à bouger pendant plusieurs minutes avant de tirer et d'être abattu. Tranquille. Et le public l'avait vu, encore une fois, plusieurs fois. Enfin, la police avait été prévenue que Crooks était là et qu'il était prêt à tirer 86 secondes avant le coup de feu par ce fameux blanket radio signal. Donc bon, voilà. Autre incompétence majeure du Secret Service, cette fameuse nana, alors là c'est magnifique, elle se cache derrière Trump après le tir. Là on a un problème. Alors, la discrimination positive, l'affirmative action, là on est dans la connerie crasse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément avoir des femmes comme garde du corps. Si vous voulez, la raison pour laquelle on prend des hommes, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'évidemment, un mec de 2,15 m, ça intimide clairement plus, et toute chose égale par ailleurs. Vous savez, vous pouvez me sortir que oui, mais si la nana, elle fait du jiu-jitsu brésilien. Non, il y a des catégories de poids pour une raison dans les sports de combat, et c'est pas pour protéger le petit du gros. Donc, toute chose égale par ailleurs, quelqu'un de balèze et d'entraîné va dégommer quelqu'un de maigre et d'entraîné. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids dans les sports de combat. Voilà, pour les gardes du corps, c'est pareil. Toute chose égale par ailleurs, un gros garde du corps entraîné est beaucoup plus efficace qu'un tout petit garde du corps entraîné. Cependant, pour les relations publiques, des fois c'est bien d'avoir des femmes, parce que justement c'est pas menaçant. Et vous pouvez avoir des femmes qui sont très compétentes, qui sont capables de déployer un Kevlar ou de planquer leurs clients facilement, ok ?
Mais elles sont pas intimidantes, elles sont plus élégantes, ça fait moins flippant que de voir un basketteur de 2,15 m. Ok. Sauf que quand il s'agit de prendre une balle, rien que pour ça, c'est pas seulement de se dire est-ce que une femme prendra une balle pour la personne qu'elle protège, la réponse est oui, on a des gardes du corps femmes qui l'ont fait, il y a pas de problème. Mais bon, si vous avez un mec qui fait la taille de deux frigos américains, il va couvrir davantage, c'est tout bête. Et en plus de ça, il a plus de chances, significativement plus de chances d'en réchapper s'il prend une balle. Alors que si vous avez une femme de 1,60 m et 43 kg, elle a beaucoup plus de chances d'en mourir. Alors c'est très bien de panacher les gardes du corps, mais il faut prendre des femmes formées. Or là, de toute évidence, celle-là ne l'était pas. On la voit donc se cacher derrière la personne qu'elle est censée protéger, alors que sa mission numéro 1, c'est de prendre la balle pour lui. Et ensuite, et là évidemment, sur X, eh bien vous avez des mèmes qui ont circulé avec notamment de la voix par intelligence artificielle de David Attenborough, qui ont commenté la connerie de cette personne et surtout son incompétence crasse. On la voit qui galère à sortir son flingue de son holster. Donc là, j'insiste, comparaison par rapport au code de la route. Ça, c'est comme griller un stop au permis. Vous passez votre permis, terminé. Bon, ça, c'est bon. Vous n'arrivez pas à sortir votre holster, c'est fini. Vous revenez l'année prochaine. Mais là, c'est pire que ça. Elle n'arrive pas à sortir son flingue de son holster. Ensuite, elle n'arrive pas à le remettre. Et donc, elle le garde en main et elle ne sait pas le remettre. Donc, c'est un danger public, cette nana. On ne sait pas si elle serait capable d'enlever ou pas la sûreté de son flingue. On ne sait pas si elle serait capable de maintenir une bonne trigger discipline. On ne sait pas si elle serait capable de le pointer dans la bonne direction. On voit quelqu'un qui ne sait pas, physiquement, elle ne sait pas sortir son flingue de son holster, elle ne sait pas le remettre. Donc, on avait clairement donné à Donald Trump une équipe de bras cassés. Le Secret Service, qui a 7900 employés, a donné la pire équipe de bras cassés à Donald Trump. Ça se voit. Évidemment qu'ils ont des gens compétents. Vous pouvez être absolument sûr que pour protéger Barack Obama, ils n'auraient pas mis Miss Lance-Patate comme garde du corps. Absolument pas. Mais bon, là, il a eu non pas l'équipe B ou l'équipe C, mais l'équipe D pour le protéger, le mec. Donc c'est... Et encore une fois, les mensonges, mais enchaînés de Kimberly Chittle, qui a dit donc le coup du toit incliné. Alors, le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a qualifié la sécurité lors du rassemblement d'échec. Je crois qu'on ne pouvait pas dire les choses autrement. Mayorkas a déclaré que les autorités procèdent à un examen complet de la situation. Bon, les réseaux sociaux et la presse s'interrogent sur la pertinence de l'agence. Le ministère de la Sécurité intérieure américain a ouvert une enquête sur le Secret Service, suscitant des critiques, notamment d'Elon Musk, sur leur incompétence. Oui, Elon Musk, lequel a dit qu'il avait été lui aussi cible de 2 tentatives d'assassinat. Donc, le New York Post a confirmé que la police locale était présente à l'intérieur du bâtiment depuis le toit duquel Crooks a tiré. Bon, voilà, pourquoi le toit surplombant la tribune où Donald Trump devait parler n'était pas sécurisé? Enfin, je veux dire, ça saute aux yeux qu'il aurait dû l'être. On a ce plan Pac-Man qui est suspect as fuck, dans lequel on a littéralement fait un panneau bienvenue à un tireur parce qu'il est venu pile poil dans le truc qui n'était pas contrôlé par le Secret Service. C'est quand même, là aussi, c'est quand même pas de chance, c'est bien ballot qu'on ait ce fameux loup solitaire qui soit passé pile poil, vraiment pile poil, dans l'endroit où il fallait passer pour ne pas être dans le radar, bullshit, du Secret Service. Donc, bon, alors on a la directrice, qui nous dit que le toit est trop incliné, bon ça... C'est merveilleux, cette bulle de sécurité et ces mensonges enchaînés. Donc il semble évident que le tireur connaissait le principe de la bulle Pac-Man. D'ailleurs, Bill Gage a dit, donc c'est un consultant pour le Safe Haven Security Group, donc là on parle d'un vrai professionnel. Maintenant il est clair que le tireur a fait une reconnaissance de la cible avant l'événement. Crooks avait amené une échelle mais ne l'a pas utilisée. Il a escaladé une unité de climatisation pour accéder au toit, comme l'a rapporté ABC News précédemment, mais l'achat d'une échelle est très révélateur. Tu m'étonnes, le mec se pointe avec une échelle et un télémètre et un sac à dos, un rallye, pas de problème. Ça signifie sans équivoque qu'il y a une taupe au sein du département de police du comté de Butler qui s'est assuré qu'une ouverture était disponible pour le tireur. Il a reçu ses ordres par le même agent de l'État profond qui a dicté que le Secret Service abandonnerait ses fonctions pour protéger le bâtiment le plus critique. Après, on a pire que ça. On a une déclaration sur 4chan. Alors, évidemment, beaucoup vont me dire « Mais non, mais c'est 4chan, c'est le rendez-vous des complotistes. » Oui, sauf que 4chan, c'est là qu'a été postée l'information que Jeffrey Epstein était mort. Et donc, la première information, la fuite
quand on a eu la mort de Jeffrey Epstein, c'était sur 4chan. Donc venez plus jamais me dire que 4chan n'est pas une source crédible, ils sont pas moins crédibles que CNN. Ils sont pas crédibles sur plein de trucs, c'est pas parce que c'est sur 4chan que c'est forcément faux, c'est pas parce que c'est sur CNN que c'est forcément faux, c'est pas parce que c'est dans Libération que c'est forcément faux, mais c'est quand même souvent faux, c'est pas parce que c'est dans Wikipédia que c'est forcément faux, mais c'est quand même très souvent faux. CF, la page de Marcel Pagnol, où les salopards disent qu'il a collaboré alors que c'est complètement faux, et les descendants de Marcel Pagnol ont dû publier les actes qui démontrent qu'il a jamais collaboré, mais les salopards sur Wikipédia s'en foutent complètement. Donc, c'est une règle. C'est pas parce que c'est sur 4chan que c'est forcément faux, c'est pas parce que c'est sur Wikipédia que c'est forcément faux. Mais bon, pour le cas de Jeffrey Epstein, c'était vrai. Et bien là, sur 4chan, on a eu cette déclaration. Je cite, « Mon nom est Jonathan Willis. Je suis l'officier qui est sur la célèbre photo des 2 snipers sur le toit du meeting de Trump. Je suis venu pour informer le public que j'avais l'assassin dans mon viseur pendant au moins 3 minutes, mais le chef du Secret Service a refusé de me donner l'ordre de le tirer. » Bah oui, parce que quand même, ils tirent pas sur tout ce qui bouge, les mecs. Hein, ils ont quand même des règles de l'engagement. Donc là, ça continue. 100%. Les hauts gradés m'ont empêché de tuer cet assassin avant qu'il tire sur Trump. Voilà la déclaration d'un certain Jonathan Willis qui s'identifie comme un membre du Secret Service et qui déclare ça sur 4chan. Bon, voilà, juste quelques méditations là-dessus. Alors, normalement, moi je suis un grand partisan du rasoir de Hanlon, c'est-à-dire ne pas attribuer à la malveillance ce qui peut être attribué à la connerie. Enfin, vous vous rappelez de l'interview où ces 2 journalistes de l'Express viennent s'humilier tout seuls en m'interviewant. Bon, peut-être que la moitié, c'était de la pure connerie, qu'ils étaient pas malveillants, qu'ils étaient juste cons, peut-être. C'est ne jamais attribuer à la malveillance ce qui peut être attribué à la connerie. Bon, c'est le rasoir d'Enlon. Mais là, c'est pas de la connerie. C'est de la malveillance totalement préméditée. Entre la sphère Pac-Man, les mensonges sur le toit, la spéculation à la baisse, quand ensuite on dit que c'était une erreur, bah oui, ça arrive de faire des erreurs de zéro quand on déclare des options put à la SEC, tout à fait, absolument, ça arrive. Là, on a quand même beaucoup trop de choses, et si on avait un juge d'instruction en face, il vous dirait, là, faut arrêter les conneries. Alors, on va aussi ajouter les réglages de l'appareil photo. Alors, en effet, il était à 1/8 millième de seconde. Voilà, en plein jour. Bon, bah c'est vrai, alors, honnêtement, je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Vous voulez faire des belles photos et vous êtes sous un soleil d'été en Pennsylvanie, oui, minimum, vous êtes à 1 millième. Ouais, dans ces eaux-là. À 1 millième, c'est bien. C'est comme ça que vous réglez votre appareil si vous voulez shooter un footballeur, par exemple. 1 millième. Bon, 1/8 millième, ça commence à être plus louche, là, quand même, comme préparatif, etc. On règle pas son appareil à 1/8 millième. Ça, c'est quand vous faites de la F1, quand vous essayez de filmer des records de vitesse, des sauts en parachute, des trucs comme ça, mais pas quand vous êtes en train de filmer un meeting politique, quoi. Donc ça, déjà, c'était des réglages un tout petit peu chelous. Et je rappelle donc que pour les actions de Truth Social, donc en particulier 12 millions d'actions, 12 millions de puts par Austin Private Wealth, lesquels ont déclaré que c'était une erreur. Et ça, c'est sur Fintel, hein, donc voilà. Bon. Là aussi, tout va bien. Alors, Régis de Castelnau nous a clairement dit que la défaillance du Secret Service était volontaire. Je vous donne l'histoire. Donc, si on reprend l'histoire officielle, on s'amuse. On a un random jeune de 20 ans qui va sur un mur à 130 mètres du président. Il esquive absolument tout le monde. Il a un détonateur. Il a préparé une bombe. Il est repéré par tout le monde et il tire sur Trump. Pas de souci. Lors de la convention républicaine à Milwaukee, de fervents partisans de Donald Trump se sont rassemblés dans un square, tête inclinée, mains jointes ou tendues vers le ciel pour prier. Pour eux, la balle qui a frôlé la tête de Trump est un signe indéniable de la main de Dieu à l'œuvre. Ce groupe de militants attribue sa survie à un miracle de Dieu, renforçant ainsi la conviction en la nature exceptionnelle de Trump et en sa protection divine. Ils accusent également les démocrates d'avoir créé un climat de violence propice à de tels actes. Et ça, c'est vrai. J'ai vu plein de partisans des démocrates qui disaient « Oh non, mais nous, on appelle à la désescalade. » Mais vous êtes fous. Il y a qu'à regarder tous les messages et tous les tweets de gens qui disaient « Ah, dommage qu'il ait été raté ». Et puis même Jack Black qui a dû annuler son concert parce qu'un des membres de son groupe, Jack Black, avait dit « Oui, la prochaine fois, ne le ratez pas. » C'est criminel, ça.
C'est absolument criminel. Et je rappelle que le commentateur et l'éditorialiste américain Alex Jones a été condamné à 1,1 milliard de dollars de dommages-intérêts pour avoir osé dire qu'une tuerie à Sandy Hook, si ma mémoire est bonne, était staged. Et là, on a tout le monde qui a dit que c'était staged. On a même le président des États-Unis qui a dit « je sais pas si c'était une tentative d'assassinat, je suis pas sûr ». Et on a des gens qui ont déclaré sans pitié, des journalistes, c'était staged. Vous pouvez être sûr qu'ils vont jamais passer devant un juge et qu'ils vont jamais être condamnés en dommages-intérêts à 1,1 milliard. Alors, en résumé aussi, il faut se rappeler que, en fait, la tentative d'assassinat, c'était le plan C. Et beaucoup d'analystes avaient dit que c'était ce qui allait arriver. Même Pierre-Yves Rougeron l'avait dit en France, aux États-Unis, énormément d'analystes l'avaient dit. Là, il restait plus que l'assassinat physique. Parce que la character assassination avait été tentée plusieurs fois, un nombre même incalculable de fois. Enfin, je veux dire, on a quand même un constructeur de casino qui était là, qui avait de bonnes raisons d'être controversé quand il était pour les démocrates dans les années 80, qui avait des faillites assez étranges pour ses casinos, etc. Jamais inculpé, le mec. Tranquille. Quand il était pote avec Hillary, pas de problème. Et puis, il décide de devenir président. Et alors là, tout le monde le flingue. La presse le démolit, attaque ses enfants, etc. Et on se retrouve avec des affaires complètement folles. Le fameux Russian hoax, enfin Russian collusion, qui était faux. Ça a été complètement démontré que c'était faux. Bon, mais il a été dit pendant plus de 2 ans que Trump était un pion de Poutine, soi-disant qu'il le faisait chanter parce qu'il aurait des images de lui. Alors ça, c'est ce que faisait John Edgar Hoover, par contre. Et ensuite, vous avez eu donc les tentatives de destitution. Impeachment. Ah, on a quelqu'un en France qu'il faudrait destituer, mais personne n'en a le courage. Aux États-Unis, ils ont tenté pas 1, 2 fois de destituer Trump pour bien empoisonner son mandat et l'empêcher de liquider l'État profond. Beaucoup de gens disaient pourquoi il n'a pas liquidé l'État profond quand il était président. Regardez le nombre de procédures qu'il y a eu contre lui. 2 procédures de destitution qui ont échoué toutes les 2, et donc l'annonce dans la presse qu'il était un pion de Poutine. Donc ça, c'était le plan A. Et le plan B, c'était les destitutions, puis ensuite les condamnations. Donc il a été condamné, je rappelle quand même le niveau de connerie de la justice américaine, Trump a payé une amende supérieure pour avoir évalué correctement, d'ailleurs tous les agents immobiliers l'ont confirmé, le prix de sa maison pour un prêt à la banque. Il avait évalué, dans une contrepartie, il avait donné un certain prix à sa maison, qui était un prix même sous-évalué, un peu sous-évalué, mais correct pour les agents immobiliers. Il a été condamné pour ça, alors que c'était complètement légal, faut être très clair, et il a payé une amende, ça c'est le point le plus important, il a payé une amende supérieure à celle qu'a payé Boeing qui est responsable de la mort de personnes, de passagers. Boeing n'a pas effectué ses diligences correctement pour la sécurité de ses avions, ce qui a mené à des accidents qui ont tué des passagers. Ils se sont fait prendre la main dans le sac, ils ont très certainement fait tuer un lanceur d'alerte d'ailleurs, et il paye une amende inférieure à Trump qui a juste, pour seule faute, déclaré le prix de sa maison pour un prêt à la banque. Voilà le niveau de la justice américaine. Qui osera dire qu'elle n'est pas instrumentalisée entre-temps? Pareil ensuite, on a Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Il a été condamné 34 fois. 34 fois. Imaginez le truc. Alors que c'est une affaire de non-disclosure agreement, d'accord de confidentialité. Il a fait signer un accord de confidentialité payant à l'actrice porno Stormy Daniels. Ce sont des trucs qui arrivent tout le temps, absolument tout le temps. C'est quand même mieux qu'en France, où quand on avait Mitterrand, alias Bite d'Acier, c'est pas une blague, on l'appelait comme ça à l'Assemblée nationale. Tous les journalistes le savaient, ils n'en parlaient pas. C'est quand même un peu mieux de faire des accords de confidentialité payés avec un témoin, plutôt que les journalistes le savent et ils vont rien dire parce qu'ils sont tous de mèche. Bon. Mais 34 condamnations pour ça. 34. Fraude fiscale, recel de blanchiment de fraude fiscale, etc. La totale. Bon. En face, on a Hunter Biden qui est condamné pour port d'armes illégales. Voilà. Alors que lui, c'est du recel de blanchiment de fraude fiscale. Lui, il a fraudé le fisc pour payer les prostituées sur des sommes absolument gigantesques. Et puis, dans des États où la prostitution est illégale, accessoirement, non, lui, ça va. Bon, la cocaïne à la Maison-Blanche, tout ça. Bon, tout ça, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils ont fait faire un mugshot à Trump, avec son petit numéro et tout. Ça n'a pas marché. Le lendemain, il levait plus de 50 millions. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, le dernier plan, comme pour Kennedy, c'était de le buter. Parce que Trump, il commençait vraiment à emmerder tout le monde. Il voulait arrêter la guerre en Ukraine. Dernièrement, un politicien américain a déclaré que c'était 12 000 milliards. 4 fois la dette française. Vous prenez toute la dette française, fois 4. Ça, ce sont les réserves minérales de l'Ukraine.
Vous m'étonnez que BlackRock soit très contente de mettre la main dessus et d'en faire un État détruit. L'Ukraine a perdu des dizaines de millions de ses habitants à travers l'immigration et aujourd'hui à travers la guerre. Donc l'Ukraine n'est plus en état de faire quoi que ce soit. C'est juste une dinde de Noël au marron qui va se faire bouffer, avec la complicité de ces traîtres que sont les oligarques ukrainiens. Et donc, voilà, BlackRock va arriver là-dessus. Non, Trump dit non, on va empêcher ça. Et puis BlackRock, bien sûr, qui est impliqué dans tous les scandales ukrainiens, et notamment les scandales de corruption avec Hunter Biden. Donc, c'est ça fondamentalement. Le mec commençait à beaucoup trop faire chier. Alors il est loin d'être parfait. Hein. Trump, notamment via les évangélistes, autant pour la guerre en Ukraine, vous pouvez être sûr que la paix va être faite très vite, autant pour le Moyen-Orient, ça va être beaucoup plus compliqué, et son élection n'est pas du tout un signe d'apaisement pour la région. Cependant, surtout avec les positions que son vice-président a prises, et que le beau-fils de Trump a prises. Alors le beau-fils de Trump, c'est un faucon extrême. Lui, il a carrément dit, il faut virer tous les Gazaouis et il faut faire il avait dit quoi? Du prime real estate. Donc c'est du magnifique real estate. En gros, il faut faire une station balnéaire magnifique là-bas. On a du beau real estate, donc il faut jarter tout ce beau monde. Mais, un bémol à ça quand même, Netanyahou et Trump se détestent. Ils peuvent pas se saquer. Et Netanyahou préfère largement Blinken, ça s'est vu à maintes reprises, largement Blinken, et préférait largement avoir Biden au pouvoir que Trump. Donc ça, c'est le seul bémol. Mais c'est très difficile de le placer, en effet, sur sa position au Moyen-Orient, même si c'était l'auteur des accords d'Abraham, faut le reconnaître. Par contre, sur l'Ukraine, c'est clair et net, c'est terminé en quelques jours, s'il devient président, et d'ailleurs Orban l'a bien compris. Mais au-delà de ça, c'est peut-être aussi sur l'OTAN. Trump voudrait dissoudre l'OTAN, alors, en tout cas en sortir les États-Unis. Or, évidemment, si les États-Unis font un OTAN exit, l'OTAN n'existe plus. Donc ça aussi, ça justifie une tentative d'assassinat par l'État profond. Au même titre que dans le cas de Kennedy, il y avait plein de raisons pour lui de se faire buter par l'État profond. D'abord, il voulait dissoudre la CIA. Il l'avait dit, je veux fracasser la CIA en 1000 morceaux. Il fallait entendre, plusieurs témoins, même d'anciens membres de la CIA, ont rapporté, même dans des conférences publiques, dans des universités, que des speakers de la CIA disaient pique-pendre de Kennedy peu de temps avant son assassinat. Et son assassinat n'aurait pas pu être fait sans la collusion de la CIA et du FBI. La CIA avait d'ailleurs beaucoup d'immigrés cubains d'extrême droite qui auraient participé à cet assassinat. C'est rapporté dans plusieurs livres et documentaires. Et puis donc, elle craignait pour sa vie, puisqu'elle risquait d'être dissoute. Il y avait aussi la guerre du Vietnam. Kennedy était contre. Il avait rencontré De Gaulle, qui lui avait dit « Nous en sommes partis en marchant, vous en partirez en courant ». Ce qui est vrai, puisqu'on a vu à Saigon les femmes vietnamiennes qui tendaient leur bébé aux Américains pendant qu'ils se barraient en hélicoptère. C'est à peu près les mêmes images qu'on a vues pour l'Afghanistan sous papy Joe Biden. Donc Kennedy, la Banque centrale, ses positions sur le Moyen-Orient, ses positions sur le Vietnam, ses positions sur Cuba et ses positions en politique intérieure sur la transparence et sur la CIA lui avaient fait suffisamment d'ennemis pour que des gens comme Dulles, un de ses pires ennemis qui le méprisait, notamment parce qu'il était catholique, voulussent l'assassiner. Et c'est ce qui s'est passé, il a été assassiné. Bon. Trump, il a à peu près le même nombre d'ennemis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir à quel point des gens qui se déclaraient vraiment pro-démocrates disent maintenant qu'ils vont voter pour Trump, y compris une jeune fille qui s'appelle Stéphanie, dont Elon Musk a repris le thread, qui explique bien, et qui dit « Ah là là, j'ai honte, je savais rien quand j'étais jeune, j'étais woke, etc. Mais ça y est, maintenant j'ai vraiment compris, et je vais voter Trump. » En toute fin, à l'heure où j'enregistre, je dois quand même vous signaler que aux États-Unis, sur de très bons médias citoyens comme Redacted, que je vous recommande d'ailleurs, Redacted, très très bon média citoyen américain, se discute ouvertement l'hypothèse qu'il y a eu un deuxième tireur, qui a été rapporté par des témoins. Donc vous avez des témoins oculaires. Oui, on n'est pas sur CNN qui vous dit qu'il est tombé. Hein. On parle de témoins oculaires qui disent on a vu un deuxième tireur. Now you see that figure disappear. Wait. Now you see that figure reemerge. Okay? Now the figure reemerges. So interesting, right? Now we're going to zoom in. You can see this dark figure at the very top here as President Trump is speaking right before the shots are fired. And then this person right after, about 4 seconds after the shots are fired, steps out. You can listen to the... Et l'angle correspond. Et peut-être que ce n'est pas Thomas Crooks qui aurait tiré.
puisqu'au moment où, en fait, où on voit le tir du Secret Service sur lui, il est dans un angle qui n'est pas bon. Et surtout, il est du mauvais côté, dans la partie anticline du toit, hein, la fameuse pente. Bah, il est du mauvais côté de la pente, où il n'aurait pas eu de solution de tir si le tir du Secret Service avait produit cet instantané, mais on peut très bien dire que ça l'a fait tomber, parce qu'après tout, se prendre une balle, ça peut vous pousser et vous faire tomber. Cependant, on a donc des témoins oculaires qui disent avoir vu un tireur sur le château d'eau, et le château d'eau fait partie du fameux Pac-Man. Alors là aussi, comment le Secret Service a pu ne pas le vérifier? Bah, le fameux Pac-Man de sécurité incluait 3 bâtiments importants. Dans la sphère, vous aviez le bâtiment depuis le toit duquel Thomas Crooks aurait tiré, le château d'eau, qui est encore pire, hein, qui est un point vraiment encore pire pour pouvoir tirer sur Donald Trump. Et dans l'angle de la tribune au château d'eau, dans l'alignement, pardon, de la tribune au château d'eau, vous aviez encore un autre bâtiment derrière qui était une salle de gym fermée, et dont certains témoins ont dit y avoir vu aussi des activités suspectes. Donc, vu que je ne crois pas une seule seconde à la théorie du loup solitaire, je veux dire, pour quelqu'un qui a subi des arrestations, des character assassination, des fake news, une collusion du FBI, les Twitter files ont démontré que le FBI était intervenu dans les élections américaines pour dissimuler l'affaire du portable de Hunter Biden, pour faire élire Biden père, corrompu comme il est avec son fils, et donc contre Donald Trump. Quand vous avez le FBI qui est intervenu en défaveur de Donald Trump, quand vous avez des juges qui ont tenté de lui interdire de se faire élire, quand vous avez des gens qui ont tenté de le destituer, qui l'ont ensuite condamné 34 fois pour une affaire d'accord de confidentialité, 34 fois, et qui lui ont fait payer une amende supérieure à celle de Boeing, évidemment que l'assassinat est la chose logique derrière, surtout quand vous avez des gens qui disent il faut lui mettre une cible, il faut le mettre dans la cible, ou comme Victoria Nuland qui disent oui, Poutine va avoir une surprise. Voilà, pas de problème. Ça pour moi, ça démontre clairement, absolument clairement, que la théorie du loup solitaire est bidon, absolument bidon, et que le simple fait qu'on essaie de l'écarter tout de suite d'écarter tout de suite le fait qu'il y a un deuxième tireur, démontre qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a terrorisme intellectuel. Et je pense que évidemment, il devrait y avoir une enquête sur la possibilité qu'il y ait eu un deuxième tireur, comme l'indique Redacted et comme l'indiquent des témoins oculaires. Mais je vous garantis, en conclusion, qu'une telle enquête n'aura jamais lieu, ou que si elle a lieu, la première chose qu'elle fera, c'est de conclure au fait qu'il n'y a jamais eu de second tireur. Exactement. Comme pendant l'assassinat de Kennedy, ceux qui s'opposaient aux conclusions bidons de la commission Warren étaient appelés déjà à l'époque des complotistes.